J'ai finalement pu voir Avatar, de feu et de cendres au cinéma, et je vais vous donner mon avis à chaud. C'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque je fais la critique le lendemain, mais j'ai encore la vision fraîche. J'ai passé un moment agréable, c'était extra, mais j'ai eu pas mal de frustration pendant cette séance. Pour commencer, première frustration, mon cinéma n'a pas diffusé le premier teaser d'Avengers Doomsday, ce qui n'est pas grave en soi, car je l'avais déjà vu, il avait fuité, puis je l'avais revu tout récemment avant la critique, donc même juste avant la critique, car le trailer est dispo depuis un jour, donc je l'ai revu et tout hier, et puis aujourd'hui sur YouTube, il est disponible. Et puis je suis grave hypé pour le retour de Steve Rogers. Il me fait grave plaisir, je suis trop content. Première frustration, mais qui n'en est pas réellement une, l'absence du teaser de Doomsday, mais qui va avec les 20 minutes de pub, et c'était assez long. Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pubs avant la séance de cinéma, avant le film en lui-même, et c'est un peu désagréable. Enfin après ça dépend ce qu'il y a après proposé, mais mettre un trailer, une bande-annonce, des pubs, voilà, donc des promos, alors si c'est un peu trop long, c'est un peu embêtant. Mais après, ça gâche pas le plaisir de la séance en elle-même, mais c'est juste que c'est un peu long à attendre. Mais sinon, Avatar de feu et de cendres, ça raconte la suite des aventures de Jake Sully et de sa famille établie, intégrée au clan de Tonowari, le chef de la tribu de l'eau, ou du moins c'est lui qui est à la tête de ce clan, et les Sully vivent avec lui et les siens, les navis de l'eau. Ils sont intégrés, donc on l'a vu dans le 2, la voie de l'eau, jusqu'au jour où ceux qui viennent du ciel vont recommencer, comme pour le 2, à relancer le cycle infernal de tuerie, de conquête, etc., de colonisation, et Quaritch veut la peau de Jake, et au milieu de ça, ce qui les rassemble, c'est Spider, qui manque d'air, et pour l'aider à s'en sortir, les navis vont l'emmener plus haut, loin pour le sauver, et peut-être le faire déménager carrément, le faire quitter le clan définitivement, mais ça va mal tourner, et sur le chemin, ils vont rencontrer des obstacles, ils vont avoir des ennuis. Et j'en ai déjà trop dit. Pour commencer, il y a beaucoup d'intrigues qui font suite à l'opus précédent, ce qui est très bien en soi, malgré tout. Il est donc dans la continuité, les personnages, notamment les enfants du clan Sully, ont des arcs narratifs bien construits, ils ont un développement, c'est cool, ils sont attachants, braves, téméraires, et ont leur moment, je les aime bien. Jake est mis à l'épreuve et à des fulgurances, mais il trouve toujours le moyen de redresser la tête, garder la tête de droit devant lui, la tête haute, et de tenir bon. Neytiri aussi est un peu plus présente que dans le 2, elle a plus de fulgurance, elle est un peu plus badass, là où dans le 2, un peu déçue parce que elle était très peu là, je trouve, par rapport au premier. Et mais dans le 3, elle revient un peu dans mon estime, ça va. Et puis en plus, elle a aussi un petit travail donc, sur le perso, sur Spider, sur la famille, sur la vie donc, en général, donc, sur Pandora, comment elle se positionne par rapport au conflit, c'est intéressant, même si bon, c'est un peu dans la continuité, c'est pas forcément très surprenant, mais c'est cool. Les personnages sont bien travaillés, il y a juste tout que la petite dernière qui est un peu moins marquante, un peu moins présente. Après, elle est quand même mignonne, ça va. Et puis, elle fait quand même quelques petites choses dans le film, mais c'est elle qui se démarque le moins. En même temps, c'est logique, c'est un peu plus la plus petite, mais après, tu me diras, bon, après, c'est un peu inégal, mais tu me diras, les autres sont tellement cool qu'on l'oublie un peu. Le film est splendide, c'est une pure démo technique. La simulation de l'eau avec les animaux, c'est fabuleux. C'est juste bien. Mais en fait, bien que ça s'appelle De feu et de cendres, j'aurais voulu qu'on s'y attarde un peu davantage sur ce nouvel environnement, donc un peu ravagé, mais on reste surtout sur la vallée de l'eau, avec les enfants qui chevauchent des Tulkun, les vagues énormes, ce qui fait que ce domaine est une véritable splendeur, donc c'est un trésor quoi. L'habitat des héros est un trésor, un lieu qui grouille, qui fourmille de richesse et de beauté, ouais, de luxuriance, c'est vraiment luxuriant, c'est beau, c'est magnifique, c'est harmonieux. Le film est joli, mais, et il y a des mais, et non pas des mais M-E-T-S, qui se mangent quoi, mais des mais M-A-I-S. Quoique, le film précédent, que La Voix de l'eau, était merveilleux. C'était comme un très bon repas. C'est comme si j'avais bien mangé avec ce visionnage. C'était comme un repas de réveillon avant l'heure. Voilà, vous voyez, donc, mais comme il ne faut pas se couper l'appétit, il faut être raisonnable et en gardant et un peu en garder pour plus tard. Donc, il y a des restes, forcément. Et forcément, les restes, on n'apprécie pas autant que le repas de la veille. Le réchauffer,
c'est pas aussi top que le plat préparé tout prêt. Eh bien, j'ai eu cette sensation un peu étrange que ce troisième film était les restes du repas somptueux, savoureux, qui était Avatar, la voie de l'eau. J'ai pas l'habitude de parler de cuisine pendant mes critiques, mais là, c'est ce qui me vient. J'étais chaud, j'étais chaud, mais c'est du réchauffé, c'est le feu, voilà, c'est un peu réchauffé, voilà. Alors certes, c'est toujours aussi beau, le bleu de l'eau est impeccable, les séquences aquatiques sont bluffantes, c'est contemplatif, magique, mais il y a des thèmes redondants, notamment un thème narratif qui, à la longue, me saoule, je vais le dire, ça me saoule. Il y a des redites par rapport à l'opus, donc par rapport aux deux, un détail aussi, donc il y a un nouvel élément, une nouvelle parcelle donc de l'archipel, enfin je sais pas s'il y a plusieurs îles de clans Navi différents, si je puis dire, malgré tout, qui est introduite, mais je m'attendais à plus quoi. Il y a des éléments qui sont pas vraiment installés, des éléments qui sont un peu développés, mais d'autres qui sont pas installés et ça m'embête un peu. Il y a des raccourcis, des moments un peu étranges, un peu qui désamorcent des situations, ce qui n'est pas dérangeant, mais un peu bizarre à voir. Donc il y a des scènes qui sont même aussi un peu, ça c'est un peu relou, c'est qu'il y a des scènes qui sont reproduites quasiment à l'identique par rapport aux deux. C'est de la ressucée, donc du recyclage. Pareil avec parallèle pardon, avec le côté écolo, écolo, c'est un peu d'humour quoi, parce que les sous-textes, ce que ça dénonce, c'est que bah, c'est un peu pour un message un peu écologique, faut pas brûler la forêt, la nature, faut en prendre soin, c'est précieux, c'est magnifique, c'est beau, la vie c'est beau, faut en prendre soin, faut pas tout détruire, pas tout brûler, et donc du coup faut être un peu écolo quoi, c'est ça quoi. Et du coup bah le film en lui-même, enfin du moins les intrigues sont un peu recyclées. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu le parallèle. Du coup j'ai un peu imbriqué le côté intrigue donc du 2 et qui sont relancés dans le 3 mais qui ont un peu été recyclés au message un peu qui comme quoi il faut c'est important donc de pas détruire la planète, faut en prendre soin. Sinon bah on finira comme eux quoi et du coup on sera les méchants quoi, les méchants qui vont détruire la vie de. Enfin, après, voilà, c'est un peu, je m'écarte un petit peu du sujet, je sors un peu de la critique, mais quand même. Le film a certes l'aspect continuité au sens où bah, il développe ce que son prédécesseur a installé avec les Naviolos. Quaritch, la famille Sully et Tulkun, ça va, donc c'est bien développé. Mais il y a aussi des passages qui rappellent trop le 2 au sens où ce sont exactement les mêmes scènes, hein, quasiment du copier-coller. La forme est différente, mais le fond reste le même. Le fond reste inchangé. Et de manière générale, les personnages ne retiennent aucune leçon. Ils refont les mêmes erreurs. Donc ils refont vraiment, il y a les méchants, ils refont les mêmes erreurs et ils se font avoir de la même manière. À la fin, bien qu'on ait eu des évolutions, des arcs de personnages et des éléments cool à la mythologie, au fond, au niveau intrigue, il n'y a rien qui est résolu. Rien n'est résolu. Ils sont au même point qu'au début du film. Ça a l'air un peu contradictoire, mais c'est parce que d'un côté j'ai entremêlé les deux points, à savoir le côté famille Sully et flore ou nature, donc le côté magique et splendide de Pandora avec l'eau, qui est quand même bien développé parce qu'on a les personnages qui ont des histoires, ils évoluent, il y a une évolution, et il y a des nouveaux éléments mythologiques et de lore qui est construit, qui est en train de développer un lore, un univers, Cameron, et c'est cool, c'est fabuleux. Et le côté, d'un autre côté, qui est un peu contradictoire, mais qui est quand même cohérent, enfin qui est quand même clair, c'est le côté non résolu des intrigues, qui sont un peu les intrigues qui, en fait, elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas, et les scènes sont reproduites quasiment à l'identique, et ça m'embête un peu beaucoup. Le fait qu'il y a des personnages qui n'avancent pas trop et tout. À certains moments, j'ai même un peu soufflé. J'ai fait oh non, sérieux, non, fais pas ça. Le film fait 3 heures, il est un peu moins garni, il est un peu moins rempli, et du coup, même si paradoxalement c'est quand même plus rythmé, il y a quand même plus d'action, c'est quand même plus impactant, bah il y a quand même beaucoup de scènes qui ont été recyclées et ça m'embête beaucoup. Donc c'est très cryptique ce que je dis, mais je vais, pour être clair, je vais rentrer dans les détails dans la partie spoil. Donc on a la famille qui prospère, ils vivent heureux, on les voit communiquer avec le défunt Neteyam grâce au pouvoir de leur crête, qui les connecte aux esprits, donc aux souvenirs, mais en même temps ces souvenirs sont remodelés, notamment au fait que le défunt, donc Neteyam, a une conversation directe avec son frère Loak, qui et du coup bah, il parle donc de la cause de son trépas, ils peuvent communiquer ensemble, mais ça paraît malgré tout restreint,
Du moins, bah, il faudrait que ça soit restreint parce que sinon il n'y aurait aucune conséquence bah, à la mort. Mais c'est quand même sympa, il peut continuer à communiquer, mais c'est juste que ça casse un peu le côté un peu conséquence, bah, à la mort quoi, donc après ils peuvent communiquer et tout. Sinon, bah, sinon il y a Spider qui manque d'oxygène, donc il a besoin de respirer et il ne lui reste plus qu'un masque, bah, un masque, rechargeable actif. Après ça, ils seront contraints de l'emmener ailleurs pour, assurer, sa survie. Donc ils embarquent à bord des grands vaisseaux avec, des immenses voiles qui ressemblent à des méduses énormes, des méduses géantes ou une grosse montgolfière du moins, et sur le chemin, ils se font attaquer car le clan des Navis de feu attaque. Voilà. Et ce qui est frustrant ou juste très dommage, bah, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait été introduits en fait, les Navis de feu. Le clan des cendres, il n'a pas été introduit du tout. Si on est logique, Jake et Neytiri ne les connaissaient pas à l'époque du premier, car il se passe déjà tellement de choses dans le premier. Il paraît impossible qu'ils aient rencontré cette tribu maudite et un peu sauvage, enfin même s'ils sont aussi sauvages de base avec les humains, mais sauvage entre les autres navis quoi. Donc ils n'ont pas pu se rencontrer ni dans le 1 ni dans le 2 pareil, donc ça implique qu'ils se sont croisés après le 2 et le 3 quoi, enfin entre le 2 et le 3. Mais les navis du clan des cendres, bah, ils sont pas présentés avant la confrontation, ce qui est un de mes regrets dans le film. On établit pas de contexte, pas d'historique, et bah, à quand remonte cette guerre, cette rivalité avec cette tribu ennemie? On sait pas. On sait pas, on commence à se poser des questions, puis on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Pareil, dans le 2, on se posait des questions, on a un début de réponse à propos de Eiwa notamment, mais pour d'autres, concernant certaines intrigues, ils répondent pas trop à d'autres questions et c'est pas trop développé, c'est pas trop, on n'a pas trop avancé par rapport à ça. Et pour le clan du feu, quand on les a vus dans les trailers, il y avait un bref passage où la chef posait les bases et expliquait le côté tragique de cette tribu semi-déchue, car leur village a été réduit à néant par la nature. Le feu a tout rasé à la place des méchants, comme les méchants hommes du ciel. Ils ont renié Eiwa, ont appris à manipuler le feu et sont devenus cruels. Mais le film ne nourrit pas réellement cet arc, ce côté misère, tragédie, ce côté consumé, perverti voilà, voilà, ce genre de choses. C'est trop bref, c'est vraiment trop bref. Donc après, cela donne de la personnalité donc avec ces personnages, mais et puis prendre le temps, un moment pour les introduire mieux. Sinon, la chef, reste quand même charismatique, elle est menaçante. Alors elle s'allie avec Courage qui arrive pour sauver Spider qui est pris dans ses filets, car de base il devait intercepter les vaisseaux pour capturer Jake, le traître, et pour ramener son fils Spider. Mais au vu de ce qui s'est passé, donc bah, ça s'est passé très mal. Et il aide momentanément son ennemi, donc Jake, à retrouver les enfants perdus dans la forêt. Et c'est là qu'il fait la démonstration de l'usage des armes à feu. Et cette scène est trop bizarre pour moi. Trop bizarre parce que la situation tourne à son avantage. Et du coup, il fait du troc avec elle. Mais sauf que ça arrive trop, là, c'est très bizarre quoi. C'est pendant la prise d'otage, il dit regarde, prends les cartouches et après recharge, voilà, tu vois, remets le cran de sûreté, enfin après appuie sur la gâchette. Regarde, c'est cool, hein, et après tu peux mitrailler, tu peux mettre le feu, mettre tout à feu et à sang, ouais, donc tu peux tout, enfin à feu et à sang, enfin pas comme pour le feu, mais tu peux tuer, c'est cool, t'as vu? Et ouais, c'est un peu bizarre. Il revient plus tard pour faire affaire avec elle, et puis il offre au navire des cendres des armes à feu, des mitraillettes, des lance-flammes et fait alliance avec eux pour tout ravager. Comme ça, ils aident à raser la forêt et permettent d'aider les militaires à poursuivre le processus de colonisation. Donc voilà, super, donc ils trouvent un intérêt commun, ils veulent tout raser, tout détruire pour chasser les autres navis, qui sont les navis principaux, donc même s'il y a le clan Sully qui est principalement les navis de la forêt et les navis de l'eau. Ok, donc ça, ok, pourquoi pas. Ceux qui se rassemblent... donc ça, ok, pourquoi pas. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est cohérent. Mais par contre, Quaritch, il me saoule, il est saoulant. Il me saoule. On avait tout un film pour le développer, et on n'en fait rien. Il reste le méchant colonel, colonisateur, ou colonialiste. C'est quoi, c'est colonialiste ou colonisateur? Bah d'ailleurs, je ne sais pas, mais après. Bref, je pensais qu'il aurait retenu des leçons des films précédents et qu'il suivrait petit à petit un chemin de rédemption, et non, bah, il demeure fidèle à lui-même tout le long. Un détail qui m'a énervé, et c'est qu'il était jusqu'à même à dire ce que je pensais tout haut sur le fait qu'il a changé et n'a plus la même couleur de peau. Il le dit en plus dans le film. Pour lui, ça ne change rien. Et pour lui, il veut toujours faire payer Jake de cette trahison, enfin,
qu'il a une tâche à accomplir. Et puis, par rapport à ce qu'il disait dans le premier, tant que je respirerai, rien ne sera terminé. Mais mec, tu respires plus dans le même air. Tu peux le respirer aujourd'hui, ce même air. Bon, après, il y a aussi le fait que, du coup, transition toute trouvée, Kiri qui arrive à sauver Spider en priant Eywa. Elle lui injecte un micro-symbiote qui lui permet de respirer sans masque, donc elle prie Eywa. Ce qui va attiser l'intérêt des hommes qui cherchent à coloniser Pandora. Cette intrigue est très intéressante, elle est pertinente, et il rêve de nouveaux éléments de lore, comme les pouvoirs de Kiri, au sens où en fait elle est vraiment liée à Eywa. Parce que l'enfant de Sigourney Weaver, donc du coup Grace Augustine, qui est Kiri, on ne sait pas comment elle a créé, enfin elle a procréé Kiri, et juste voilà, elle était enceinte à la fin, puis en fait on comprend que bah, c'est à la fin, et ils lui ont injecté l'espèce de petite tige de forme de branche, et puis du coup elle a fait Kiri. Et du coup Kiri a le pouvoir de communiquer avec Eywa, elle a ce pouvoir un peu cool, et Spider à la fin peut respirer. Spider peut respirer et il lui pousse une crête sur l'arrière du crâne. On le voyait même dans le trailer qu'il se connecte à une créature subaquatique avec les tissus enfin, qui se relient comme une prise la monture au cavalier. Donc c'est pour ça qu'il se connecte. Bah après c'est quelque chose où j'ai pas réagi. C'est vrai que quand je l'ai vu avec la crête, j'ai fait j'ai pas réagi. J'étais en mode ah bon bizarre, il devient Navi ou comment ça se passe? Donc Spider devient une nouvelle race de Navi hybride, enfin pas vraiment Navi, mais du moins il a la crête du Navi. Donc cool, c'est cool, Spider devient une nouvelle race de Navi hybride, entre guillemets. Il y a du rythme, une bonne cadence, l'action, de l'impact. Les baleines, les Tulkun, sont toujours prises en chasse par le même gars avec sa prothèse, parce qu'on lui avait arraché le bras droit, donc dans le 2, là dans le 3 du coup il revient avec une prothèse. Je le croyais mort, personnellement, je l'avais oublié, puis quand je l'ai vu, j'ai fait: «Ah, t'es pas mort toi? OK, bah tu vas mourir dans celui-là, tu vas te faire manger par une baleine, et je le sais, et c'est ce qui arrive et je le sais». Après, je sais c'est pas dit méchamment, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments, encore une fois, où tout est un peu prévisible, un peu franchement, les baleines qui disent: «On va pas se battre parce que, ça engendre plus de tueries et puis le cercle infernal, de cycles de mort et de violence, bah, ça sera sans fin». Après Jack qui dit: «Mais oui, mais ce seront eux qui vont venir nous tuer quoi qu'il en soit, donc autant se battre et les faire payer, puis autant que ce soit eux qui meurent quoi, qui disparaissent pour qu'on puisse, survivre, et permettre à ce bel environnement de prospérer». Bah et les baleines font: «On va réfléchir et tout», donc c'est un peu tu sais exactement où est-ce que ça va parce qu'on l'a vu dans les trailers en plus, tu sais forcément qu'on aura ce plan avec des dizaines de baleines qui vont se battre. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Si elles font rien, elles ne pourront pas, elles auront beau nager loin, 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 et ben elles pourront pas, tôt ou tard, elles pourront pas aller quitter le récif parce que bah il y a tôt ou tard les humains vont venir les rattraper et puis les chasser, puis les tuer quoi. Et donc elles n'ont pas le choix, elles doivent se battre pour survivre, elles doivent se battre. Donc je le croyais mort, mais il a juste perdu son bras droit, et puis il joue toujours le méchant chasseur capitaliste et cruel. Et c'est là ce que je disais qu'il y a des thèmes redondants, c'est que c'est pareil que le 2, c'est les mêmes scènes, hein. C'est les mêmes scènes, mais la bataille de fin, c'est la même, du copier-coller, mais avec plus de bateaux et les navires de feu en renfort du côté de Quaritch. Sinon, c'est retransposé à l'identique, c'est du copier-coller. C'est quasiment le même film, avec les mêmes enjeux, avec les mêmes séquences. Donc pareil, la séquence, pareil, donc la question du jugement du paria Tulkun, elle aurait dû être réglée. Ça aussi, le jugement du Tulkun paria, le copain de Loak, elle aurait dû être réglée. La question, ça traîne aussi un peu le moment au jugement du tribunal avec le chef qui dit il dit: «Oui, en effet», et ils disent qu'il doit être banni parce que, il a commis des torts. Quand, Tonowari dit: «Oui, effectivement», elle dit, elle traduit tout et en plus, c'est rigolo parce qu'il y a plein de baleines qui se mettent à parler, elles font et c'est limite s'ils te font mettre, des sous-titres, enfin parce qu'il y a eu des sous-titres effectivement pour qu'on comprenne, et elles disent: «Ouais, non, silence, arrêtez, objection, votre honneur, non, écoutez-moi, silence, sinon je fais évacuer la mer». C'est vraiment ça, ils font et Loa qui proteste avec la fille du chef, donc la fille de Tonowari et de Kate Winslet. La fille, elle dit: «Non, si Loa est un paria, alors je suis une paria parce que c'est mon ami et je suis d'accord avec ses propos. Le paria, enfin le gentil Tulkun, il a tué parce qu'il devait protéger les siens et il devait se protéger, donc ce n'est que justice, c'est la faute de ceux qui viennent du ciel et la faute de d'autres prédateurs qui étaient méchants de base, donc pas lui. Donc il n'a pas à être jugé».
Donc il a fait que se défendre. Mais après, il dit oui, mais il a entraîné un cycle de mort infernal, et du coup, il y a d'autres morts qui sont arrivés par sa faute, et ça va continuer encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Donc ça continue à cause de lui, et voilà. Donc forcément, en fait, c'est ça. Sauf que ça aurait déjà dû être réglé, cette histoire, avec le paria, tout le coup. Donc on revient dessus, c'est un peu la ressucée, quoi. Le tribunal des. Enfin, ça traîne un peu le moment jugement, le tribunal des baleines. En silence, dans la salle. Même si c'est drôle, 2 minutes, les baleines qui se mettent à débattre pour discuter du sort du paria, le fait de tuer, créer un cycle infernal de tuerie, de violence, mais ce qui est nécessaire puisque les humains n'arrêteront pas. Donc Jake ne veut plus fuir et Tonowari refuse de se sauver, pareil. Donc on y va, et tout le coup ils ne pourront bientôt plus fuir, encore une fois, ils ne pourront plus échapper aux chasseurs. Donc alors autant se battre, autant se battre. Et j'aime bien Loak, j'aime bien qu'il est là pour son pote, la fille du chef aussi, et il devient plus prudent, il devient stratégique. Là, dans le dernier acte, il a des fulgurances, donc non, moi, j'ai beaucoup adoré. Il pense à la famille, il pense aussi au Tulkun, il pense au navire de l'eau, il pense à plein de choses. Et Jake aussi, il leur a dit oui, mais il y a pas mal de choses qui sont importantes. Ça aussi, ça vient peser dans la balance. Donc vous ne devez pas négliger ça. Donc on a besoin d'eux, et on va les protéger de toute façon, on va vous protéger vous aussi, n'ayez pas peur pour les vôtres. Donc il y en a qui vont mourir, mais on fera en sorte donc de éviter les pots cassés, enfin la casse un maximum, et en faire en sorte qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes, quoi, qu'on ait plus qu'on ait plus à revivre ça, quoi, qu'on ait plus à fuir. On n'a plus à fuir, parce que si on continue à fuir, ça sera sans fin, et tôt ou tard, Pandora va disparaître. Donc autant y aller, on y va, quoi. Et c'est cool, j'ai aimé ça. Jake revient chercher sa monture Torok Makto, donc l'espèce de gros dragon là, et vole avec lui pour livrer bataille. On voit qu'il revient chercher donc, Torok Makto. Donc il revient pour livrer bataille et mener les tribus Navi au combat. Après, c'est grandiose, dantesque, impressionnant, et on est impliqué émotionnellement. Mais encore une fois, la bataille Tulkun contre la flotte fait un peu réchauffer, c'est la même chose qu'on a vu dans le 2. Et Quaritch, toutes ces scènes de confrontation, du moins avec Jake, servent le même propos, c'est le même fond, pas la même forme, car les scènes de conflit et de bataille sont pas agencées, elles sont pas construites de la même manière, mais le fond reste le même. Et surtout, comme je disais, il a même pas, ne serait-ce qu'effleuré qu'effleuré le seuil de son chemin de rédemption. Il reste le même à la fin, et même après avoir été confronté à des situations un peu critiques où il devait mettre son ego de côté ou mettre sur pause pour secourir Spider, tu sens n'est même pas tenté de tendre la main à Jake et de lui pardonner, quoi. Donc peut-être aussi tenter de changer, quoi. Donc, euh, donc peut-être aussi qu'il sait qu'il ne le sera pas, qu'il n'est pas prêt, mais qu'il pourra pas être, il sait que lui-même ne pourra pas être pardonné, mais bon, après c'est ces situations où il s'arrête, où il dit bon, on fait quoi maintenant? On se serre la pince. Et puis à la fin, il change pas, c'est nul, quoi, franchement. Tu sens pas la marge de progression, en fait. Et on tourne un peu en rond avec ce personnage. En fait, c'est un personnage avec son arc, pendant tout le film, on tourne un peu en rond, quoi. Donc le processus de rédemption aurait déjà dû être déclenché, enfin enclenché, et je le ressens pas, quoi. Je le ressens pas, quoi. Le film, en fait, si on l'a ramené, c'est pour que il suive un chemin de rédemption via Spider, enfin via le 2, quoi. Et pendant le 3, il avait tout le temps de développer ça, enfin de mettre en avant ça, et il l'a pas fait plus que ça, alors qu'il y a 3 heures, quoi. Tu fais, voilà, franchement, on souffle, quoi, c'est un peu long, quoi. Et la suite, c'est dans 4 ans, quoi. Donc franchement, c'est dans le 4, il finit par sacrifier juste comme ça sera pas mérité. Ça sera pas mérité. Ou surtout s'il reste méchant tout du long, l'un ou l'autre ne sera pas mérité, et puis ça sera pas forcément c'est pas utile. D'un point de vue scénaristique, c'est pas utile. Voilà, même si ça peut arriver, dans un univers de SF, c'est pas utile. Le film te dit, franchement, même si je dis encore une fois que c'est du recyclé, le film, en fait, globalement, il te dit, tu veux du rab? Et tu dis, bah oui, j'en veux, évidemment. Mais c'est juste comme si on t'avait servi le même plat que la veille, exactement le même, seulement la sauce de la veille était un peu plus douce, était très sucrée, douce, et cette fois, elle est un peu plus relevée, quoi. C'est un peu plus pimenté, agrémenté, voilà, pimenté. Mais en même temps, il y a moins de risques, bizarrement, il y a moins de risques quand Jake réalise que ceux qui viennent du ciel pourraient extraire ce que contient Spider pour faire en sorte que les humains puissent respirer sur Pandora sans masque et coloniser la planète, et qu'ils pensent à le sacrifier pour éviter le pire. Ça aurait pu être une scène forte et bouleversante,
Mais évidemment, Disney aussi n'a pas de cran, et ils ont pas de cran, pas d'audace. Et aussi, je me suis rappelé un peu ce passage du trailer dans lequel où Spider se confronte à Courage avec l'arbalète sur les îles flottantes. Encore petite. Je parle beaucoup de cuisine, hein, beaucoup de remarques un peu culinaires, hein, des parallèles culinaires. Les îles flottantes, qu'on a vu dans le premier, avec David de la Forêt, puis qui reviennent. Petite blague culinaire. Donc là où il fait je vais te tuer, je le jure. Donc ça, je l'avais vu dans le trailer, donc on sait que c'est dans le dernier acte du film, pendant la grosse bataille de fin. Donc forcément, on sait qu'il le fera pas, quoi. Donc, même si sans ça, je me serais pas dit qu'il va le faire, je me serais vraiment pas dit ça. Je me serais dit, bah non, en fait, je sais qu'il va pas le faire. Donc je serais là où pourtant au début j'ai fait non. Après j'ai dit ah non, en fait, il va pas le faire. Je sais. Mais que c'est ça, évidemment, c'est un peu dommage ça aussi, donc même sans ça, je me serais pas dit qu'il allait le faire. Rien que par rapport rien que par rapport aux autres enfants qui disaient mais c'est notre frère, il est l'un des nôtres, et Jake qui disait non, il n'y a pas à discuter, on est une famille, pas une démocratie, donc on ne discute pas. Mais justement par rapport à ça, donc c'est ta famille, hein, Spider c'est ton fils quoi, tu l'as élevé comme ton fils quoi. Donc rien que par rapport à ça et par rapport à tes enfants qui ont protesté au début, bah ça marche pas quoi. Et puis en plus t'es pas comme ça, t'es pas si catégorique que tu dis pas non je vais faire pour le bien. Tu dis non, on va trouver une autre solution. Et oui, on va trouver une autre solution pour empêcher la colonisation des humains qui respirent sur Terre. Tu le sais quoi, on va trouver autre chose quoi. Et même Neytiri, qui certes on peut comprendre qu'il vient du ciel, ils ont tué son père, donc des centaines des siens de la forêt, détruit un arbre sacré, et en prime, Spider est le fils de Courage, donc, qui était à la tête de tout ça, donc on peut comprendre sa haine, mais même malgré ça, à la fin, elle finit par craquer, et j'ai aimé que finalement elle y arrive, et qu'elle arrive à couper le cordon, ou plutôt au contraire, rattacher le cordon, enfin, comme elles le font avec leurs tresses, voilà. Et il va arrêter Jake, même si lui pareil, on sait qu'il allait pas le faire et qu'il n'aurait pas la force, logique. Mais du coup, il n'y a pas trop de risques et il y a beaucoup de choses qui sont un peu téléphonées comme pour le premier, hein, et puis c'est un peu décevant. Pour conclure, c'était quand même malgré tout un très grand spectacle. J'ai quand même adoré l'évolution des personnages globalement. Kiri à la fin qui fait appel à Ewa, qui appelle à toutes les créatures donc marines, même ces espèces de calamars géants donc, qui attaquent les bateaux pour sauver les baleines. C'était trop cool. J'ai aimé Jake, j'ai aimé Neytiri, j'ai aimé donc globalement les personnages. J'ai aimé les méchants, même s'ils n'ont pas été super bien introduits. J'ai aimé donc les scènes d'action où ils se font attaquer par surprise, les séquences héroïques, les sauvetages. J'ai aimé tout ça, j'ai aimé donc le côté splendide. Mais par contre, Quaritch, j'ai pas aimé. Le côté un peu intrigue recyclé, globalement, j'ai pas aimé. Et le fait que ça traite un peu en longueur avec les Tulkun, avec un peu de tout, comme j'ai dit pendant tout le long de la critique, c'était un peu. C'est un peu dommage quand même, c'est quand même beaucoup de recyclé, c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé du film. On se retrouve dans 4 ans pour parler de Avatar 4, si voilà, on va sortir, et s'il sort, donc ça va être cool. On sait pas s'il va s'arrêter au 4, ou au 5e, ou au 6e, on sait pas trop, mais en tout cas dans le 4e, là où j'avais espéré pardon, que Courage dans le 3, à la fin du 3, suivre un chemin de rédemption, et soit avec les navis, et là où Neytiri aura été en mode attends, je viens à peine d'accepter Spider, non, je vais pas accepter le Quaritch, bah oui, mais il a la peau de Navi, donc ça va un peu équilibrer. Oui, mais même, on sait que c'est la conscience d'une peau rose qui est venue tuer mon père, que j'ai tué dans le premier, qui voulait nous faire la peau, donc non, non, je l'accepte pas. J'aurais voulu ça à la fin du film, mais en fait, non. À la fin, juste il saute et il disparaît. Alors, évidemment qu'il ne meurt pas, il ne meurt pas, franchement, on voit pas sa cut, mais évidemment qu'il meurt pas, ça sert à rien. Ça n'aurait aucun intérêt. Sinon, globalement, j'ai quand même passé un très bon moment. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.